À l'aube du 16 août 2025, 57 camions sont stoppés net au Burkina Faso. La fouille expose plus de 25 000 fusils AK-47, des grenades, des lance-roquettes et des explosifs, avec des numéros de série allant de la Libye au Yémen et des sociétés écrans entre Lomé et Accra. Si ce convoi n'est qu'un segment visible, que doit retenir le public quand Ibrahim Traoré exige des faits, refuse l'escalade et parle déjà de souveraineté à défendre, tandis que 1,03 milliard de dollars semblent circuler en silence? La stupeur ouvre une bataille plus vaste, sans amplification. Ici, l'ambition est simple: comprendre ce qui s'est réellement joué le 16 août sans dramatisation ni raccourci. Le bénéfice pour le public est clair: distinguer faits établis, risques réels, choix collectifs. L'enjeu dépasse une saisie spectaculaire. Il touche à la capacité d'un État à lire un signal faible, à changer d'échelle d'analyse et à éviter l'emballement narratif quand les chiffres impressionnent. Ce qui est en cause, ce n'est pas seulement l'origine des armes ou la taille du convoi, mais la logique qui relie itinéraire, financement et temporalité. Le risque, lui, est double. D'un côté, sous-estimer l'événement et traiter la saisie comme un épisode isolé. De l'autre, surestimer sa portée et projeter des intentions sans preuves suffisantes. Entre ces deux écueils se trouve un espace exigeant, celui d'une lecture rigoureuse, attentive aux zones d'incertitude. C'est dans cet espace que s'inscrit la posture défendue par Ibrahim Traoré: exiger des faits, contenir l'escalade et replacer la souveraineté dans une chaîne de décision mesurable plutôt que dans l'émotion immédiate. Dès les premières heures, un chiffre impose un changement d'échelle: 57 camions immobilisés en une seule opération. Plus de 25 000 fusils AK-47 sont identifiés, accompagnés de grenades, de lance-roquettes et d'explosifs, un volume qui dépasse largement les schémas habituels de contrebande. Cette donnée oblige les autorités à revoir leur grille de lecture. Il ne s'agit plus d'un incident isolé, mais d'un indice lourd pointant vers une logistique structurée et durable. Le contexte est celui d'un Burkina Faso souvent décrit comme vulnérable, exposé aux violences régionales et aux pressions géopolitiques. Pourtant, l'interception du 16 août révèle une capacité d'anticipation rarement reconnue. Les itinéraires empruntés par le convoi n'étaient pas improvisés. Ils avaient été testés à plusieurs reprises, exploitant des failles connues et des routines de contrôle prévisibles. Autrement dit, le réseau connaissait le terrain, mais les forces locales connaissaient aussi ses routes. L'analyse des numéros de série apporte un second niveau de compréhension. Les provenances sont multiples: Libye, Yémen, mais aussi des circuits plus discrets liés à des stocks militaires détournés. Cette diversité ne raconte pas une histoire de hasard. Elle révèle une chaîne d'approvisionnement capable d'agréger des sources éloignées pour les faire converger vers un même flux. À ce stade, la saisie devient un indicateur stratégique plutôt qu'un simple succès sécuritaire. C'est dans ce cadre qu'intervient Ibrahim Traoré. Sa ligne publique est volontairement sobre: pas de surenchère, uniquement des faits vérifiables. Cette posture influence le cadrage de l'événement. L'accent est mis sur la méthode, l'enquête et la souveraineté, plutôt que sur l'émotion. En pratique, cela limite la panique intérieure tout en envoyant un signal extérieur mesuré: le dossier sera traité sur la durée. Dans un Sahel où chaque opération peut produire des effets en chaîne, l'interception agit comme un révélateur. Elle expose à la fois des vulnérabilités persistantes et une capacité institutionnelle à changer de rythme quand le signal l'exige. La question centrale se déplace alors: que révèle cette opération sur l'équilibre réel des forces régionales au-delà du choc initial? Deux figures donnent un visage concret à une opération souvent réduite à des chiffres. Sur le terrain, le capitaine Moussa Kaboré incarne la vigilance locale. Dans la nuit du 16 août, face à un convoi avançant lentement et sans signe évident d'hostilité, il doit décider dans l'incertitude.
Son choix d'ordonner l'arrêt rompt une routine risquée, laisser passer faute de preuves immédiates. Ce geste discret transforme une suspicion diffuse en interception majeure. À distance, le général Zerbo joue un rôle complémentaire. Depuis la salle d'opération de Ouagadougou, il coordonne la réponse nationale avec une logique séquentielle. Là où Caboret agit dans l'instant, Zerbo pense en chaîne d'effets. Il verrouille les corridors terrestres, mobilise des unités spécialisées et anticipe les réactions possibles des chauffeurs et de leurs soutiens. Cette synchronisation rapide empêche toute dispersion du convoi et réduit les risques d'escalade armée. L'impact précoce de ce duo est double. D'abord, il confirme que les institutions fonctionnent en continuité, du poste avancé au centre de commandement. Ensuite, il modifie la perception interne de la sécurité. L'interception n'apparaît plus comme un coup de chance, mais comme le résultat d'une discipline opérationnelle et d'une confiance accordée à la décision locale. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré prend un sens précis. En validant la méthode plutôt que le spectaculaire, il renforce la légitimité des choix effectués sur le terrain. Le récit humain éclaire ainsi la suite. Une décision locale assumée à temps peut infléchir une trajectoire nationale. Autrement dit, la vigilance concrète change l'échelle du possible. Avant l'aube du 16 août, le dispositif sécuritaire fonctionne selon une vigilance sous tension mais routinière. Les postes frontaliers surveillent des axes connus, conscients que les routes méridionales servent régulièrement de couloirs discrets. Les informations circulent par fragments, sans certitude suffisante pour déclencher une opération lourde. Puis vient l'activation. Un signal inhabituel est confirmé. Plusieurs sources convergent et la décision est prise de ne pas attendre une preuve parfaite. En quelques minutes, le doute bascule vers l'action. Le convoi est stoppé sans mise en scène. Les camions sont encerclés, immobilisés et les chauffeurs contrôlés. Les premières inspections changent immédiatement la nature de l'événement. La cargaison dépasse tout ce qui avait été anticipé. À cet instant précis, l'opération quitte le registre de l'incident local pour entrer dans celui d'une crise nationale. Les chiffres remontent vers Ouagadougou, les types d'armes sont identifiés et les premières alertes sont diffusées dans la chaîne de commandement. Le rythme s'accélère mais reste maîtrisé. Le point culminant intervient lorsque l'ampleur réelle est établie. Les fusils, les explosifs et les armes lourdes ne sont pas répartis au hasard. Chaque camion correspond à une logique précise, chaque itinéraire a un test préalable. Cette organisation suggère un réseau rodé, capable d'absorber des pertes ponctuelles sans s'effondrer. À ce moment, la lecture change radicalement. Le convoi n'était pas destiné à un acteur isolé. Il visait à alimenter une dynamique plus large de déstabilisation régionale. Le Burkina Faso n'est plus seulement un territoire de passage, mais un objectif stratégique. C'est dans cette phase que s'inscrit l'intervention d'Ibrahim Traoré. Il ne cherche pas à amplifier la tension. Il valide la poursuite de l'enquête, exige une analyse rigoureuse et fixe une ligne de communication sobre. Cette posture influence directement la suite. Les forces de sécurité prolongent les perquisitions. Les services de renseignement commencent à reconstituer les flux financiers et certains corridors terrestres sont temporairement verrouillés. Le pic de la crise est contenu sans affrontement ouvert, évitant une spirale incontrôlée. Viennent ensuite les répliques. Dans les jours qui suivent, l'interception agit comme un révélateur. Des entrepôts sont identifiés, des documents saisis et des sociétés écrans apparaissent dans plusieurs juridictions. Chaque découverte confirme la même conclusion. Le convoi du 16 août n'était pas une anomalie, mais un maillon visible. La pression se déplace progressivement du terrain vers le champ diplomatique et informationnel. Les partenaires régionaux recalibrent leur position
les observateurs internationaux ajustent leurs analyses. Le changement le plus durable n'est pourtant pas immédiat. Il réside dans la rupture d'une certitude implicite, celle qu'un État fragilisé subirait sans pouvoir anticiper. De l'activation à la gestion des conséquences, la séquence montre une capacité à absorber un choc majeur sans perdre le contrôle opérationnel ni narratif. Le passage de l'événement à la trajectoire constitue le véritable basculement. Avant le 16 août, la menace est décrite comme diffuse. Les flux d'armes sont fragmentés, irréguliers, difficiles à tracer et généralement limités à des lots modestes. Après l'interception, la lecture bascule. Le passage du latent au mesurable impose un cadre analytique plus strict, fondé sur quelques indicateurs clés plutôt que sur des impressions. Un premier indicateur se détache, le volume. Plus de 25 000 fusils AK-47 sont recensés lors des premières inspections, accompagnés de grenades, de lance-roquettes et d'explosifs. Ce chiffre ne décrit pas seulement une quantité, il indique une intention opérationnelle. Une telle dotation excède les besoins d'un groupe isolé et correspond à l'équipement potentiel de plusieurs unités armées. Autrement dit, on quitte le registre du trafic opportuniste pour rentrer dans celui d'une préparation structurée. Un deuxième indicateur apparaît, la diversité des provenances. Les numéros de série renvoient à des zones de conflit actives comme la Libye et le Yémen, mais aussi à des circuits plus discrets liés à des stockages militaires détournés. Cette dispersion géographique suppose une capacité de coordination élevée. Les armes ne suivent pas une seule filière continue. Elles convergent depuis plusieurs points éloignés vers un même flux final. Cette configuration révèle un réseau capable d'agréger des sources hétérogènes sans exposition immédiate. Un troisième indicateur s'impose, les flux financiers associés. Les enquêteurs identifient jusqu'à un passager milliards de dollars liés à des comptes et entités connectés au réseau, fragmentés en transactions successives afin d'éviter la détection. Ce montant ne correspond pas uniquement à l'achat d'armement. Il finance une architecture complète. Transport, stockage, couverture juridique et logistique. Par comparaison, les circuits observés auparavant reposaient sur des financements plus limités et locaux. Ici, l'échelle change nettement. Chaque chiffre appelle une mise en perspective. Le volume explique pourquoi les autorités parlent de souveraineté menacée plutôt que d'incidents frontaliers. La diversité des origines éclaire la dimension géopolitique du dossier. L'ampleur financière justifie enfin une mobilisation prolongée des services de renseignement et une communication publique prudente. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un saut qualitatif dans la nature de la menace. C'est précisément sur cette lecture chiffrée que s'appuie Ibrahim Traoré pour cadrer la réponse politique. En privilégiant des données vérifiables plutôt que des accusations générales, il ancre le discours dans un terrain contrôlable. Cette stratégie réduit la marge de contestation immédiate et renforce la crédibilité externe. Les chiffres deviennent ainsi des outils de stabilisation narrative, non des leviers de dramatisation. La transition est nette. Avant, le risque est fragmenté et difficile à qualifier. Après, il est documenté, quantifié et inscrit dans une trajectoire régionale. Cette bascule explique pourquoi l'analyse ne peut plus se limiter au terrain sécuritaire. Les nombres imposant un changement de cadre, obligeant à penser en termes de réseau, de financement et d'équilibre de puissance. C'est cette contrainte factuelle qui structure désormais toutes les décisions à venir. Une première thèse, soutenue par les autorités burkinabées, interprète l'interception du 16 août comme la preuve d'une ingérence extérieure coordonnée. Les volumes saisis, la diversité des provenances et la sophistication logistique indiqueraient une opération pensée pour déstabiliser durablement le Burkina Faso et, au-delà, l'espace sahélien. Selon cette lecture, le pays serait devenu un nœud stratégique dans une confrontation indirecte,
où l'armement sert à déplacer des équilibres politiques sans affrontement direct. Les itinéraires testés et les flux financiers identifiés renforcent cette hypothèse en montrant une capacité de projection qui dépasse les acteurs locaux. Une seconde thèse, défendue par certains analystes critiques, appelle à la prudence. Elle reconnaît la réalité de la saisie, mais invite à ne pas surinterpréter sa portée géopolitique. Selon cette approche, l'ampleur de l'événement pourrait être amplifiée dans le discours public afin de consolider l'autorité de l'État et de renforcer la cohésion interne. Les sceptiques soulignent que les éléments disponibles, bien que significatifs, ne désignent pas clairement des commanditaires étatiques et que toute crise majeure produit aussi des effets narratifs susceptibles d'influencer la perception collective. Ces deux thèses reposent sur des arguments solides. La première s'appuie sur des faits matériels: armes, routes, financement. La seconde rappelle une règle centrale de l'analyse stratégique: distinguer entre menace avérée et interprétation politique. Les opposer frontalement conduirait à une lecture appauvrie. La synthèse la plus robuste consiste à combiner ces angles. Les données disponibles indique bien l'existence d'un réseau structuré capable de mobiliser des ressources importantes et de fonctionner par redondance. En parallèle, la réponse politique intègre nécessairement une dimension de stabilisation interne, visant à éviter la panique et à préserver la cohésion. La question pertinente n'est donc pas de choisir entre complot externe et instrumentalisation interne, mais d'évaluer comment ces dynamiques interagissent. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'équilibre. En exigeant des faits vérifiables et en refusant l'escalade verbale, il limite les dérives interprétatives tout en reconnaissant la gravité des éléments matériels. Cette lecture combinée évite le piège du récit unique et ouvre un espace d'analyse plus utile pour comprendre la crise dans toute sa complexité. Ce point médian change la lecture de toute la séquence. Jusqu'ici, l'interception pouvait être comprise comme une réussite sécuritaire majeure, mais circonscrite. Or, les informations consolidées après les premiers jours d'enquête montrent autre chose. Les 57 camions ne constituent qu'un segment d'un dispositif plus large, pensé pour fonctionner par redondance. Autrement dit, le réseau semblait préparé à perdre une partie de ses cargaisons sans interrompre sa logique globale. Cette révélation repose sur un détail souvent négligé. Les itinéraires empruntés correspondaient à des corridors déjà utilisés auparavant, avec des variantes mineures. Cela indique un système qui testait ses propres limites, ajustant ses trajectoires en fonction des réactions locales. L'interception n'a donc pas mis fin au schéma, elle l'a rendu visible. À ce stade, la posture d'Ibrahim Traoré prend une signification nouvelle. Son insistance sur la méthode, la durée et la rigueur n'est plus seulement un choix de communication. Elle traduit une reconnaissance implicite de la profondeur du problème. Il ne s'agit pas d'annoncer une victoire ponctuelle, mais de préparer une réponse prolongée face à un mécanisme adaptable. Le basculement est clair. L'enjeu principal n'est plus ce qui a été arrêté, mais ce que cette arrestation révèle sur la structure adverse. La crise glisse alors d'un événement ponctuel vers une confrontation de systèmes où chaque décision future vise à perturber durablement un réseau conçu pour survivre au choc. Les effets de l'interception ne se répartissent pas uniformément. Ils se déclinent selon les acteurs concernés, chacun faisant face à des conséquences concrètes, parfois contradictoires, mais toutes mesurables dans le temps. Pour l'État, l'impact est immédiat et structurel. À court terme, l'appareil sécuritaire doit maintenir un niveau d'alerte élevé, prolonger les contrôles et mobiliser davantage de ressources en renseignement. Cette pression a un coût budgétaire réel, mais elle renforce aussi la crédibilité institutionnelle. La gestion factuelle de la crise, soutenue par Ibrahim Traoré, stabilise le discours officiel et réduit les fractures internes.
À moyen terme, l'interception devient un levier diplomatique. Elle permet d'exiger une coopération régionale plus étroite, tout en exposant davantage les choix politiques au regard extérieur. Pour les entreprises, la lecture est plus ambivalente. Le choc initial entraîne une prudence accrue. Certains investissements sont différés, les chaînes logistiques subissent des ralentissements et les coûts augmentent avec les contrôles renforcés. Toutefois, cette contrainte s'accompagne d'un signal inverse, la démonstration d'une capacité de contrôle et de coordination sécuritaire rassure une partie du secteur privé local. Dans des domaines comme l'agriculture ou l'extraction, un environnement perçu comme mieux maîtrisé peut, à terme, être jugé plus prévisible qu'un espace instable mais non régulé. Pour les citoyens, l'effet est d'abord psychologique. Les images des camions saisis provoquent une inquiétude immédiate, suivie d'un sentiment de soulagement. La proximité de la menace devient tangible, mais la capacité de l'État à agir l'est aussi. Cette séquence transforme la vigilance en réflexe civique. Les signalements augmentent, les initiatives communautaires se multiplient et le soutien aux forces de sécurité se consolide. En contrepartie, un risque de fatigue sociale apparaît si l'état d'alerte se prolonge sans résultat visible. À l'échelle régionale, l'interception agit comme un signal d'alarme. Les États voisins prennent conscience que les réseaux d'armement ignorent les frontières politiques. Les échanges de renseignements s'intensifient, certains mécanismes de coordination sont réactivés, tandis que les acteurs hostiles adaptent leurs routes et leurs méthodes. La région entre dans une phase d'ajustement mutuel, où chaque avancée sécuritaire entraîne une réponse stratégique. Pris ensemble, ces effets montrent que l'événement dépasse largement une saisie spectaculaire. Il redéfinit des comportements, des calculs économiques et des équilibres régionaux. La question n'est plus seulement celle de la menace, mais celle de la capacité collective à absorber ces répliques sans perdre de cohésion. À partir des éléments établis, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais offrent une grille de lecture pour structurer les choix. Dans une première trajectoire, celle d'une stabilisation vigilante, le Burkina Faso maintient un niveau d'alerte élevé sans entrer dans une escalade ouverte. Les contrôles frontaliers restent renforcés, le renseignement continue d'agréger des signaux et la coopération régionale progresse par étapes. Les réseaux adverses s'adaptent mais perdent en fluidité et en rapidité. Le gain, et ça c'est réel mais graduel. Le coût, lui, est durable. Ressources mobilisées, fatigue institutionnelle, attention publique à maintenir. L'enjeu central devient l'endurance, c'est-à-dire la capacité à tenir dans le temps sans épuiser les leviers disponibles. Dans une deuxième trajectoire plus favorable, qui mise sur un renforcement stratégique, ici, l'interception agit comme un catalyseur. Les États voisins intensifient les échanges d'informations, des accords opérationnels ciblés se consolident et les corridors logistiques illicites se fragmentent. La crédibilité acquise facilite des partenariats sécuritaires et économiques plus sélectifs. La pression exercée sur les réseaux d'armement progresse plus vite que leur capacité d'adaptation. Un bénéfice secondaire apparaît. La perception du risque diminue à moyen terme, permettant de réorienter une partie de l'attention vers des priorités économiques et sociales. Dans une troisième trajectoire, plus sombre, marquée par un étau extérieur, dans cette configuration, la réaction des réseaux est rapide et indirecte. Les routes se déplacent, les financements se dissimulent davantage et la pression informationnelle s'intensifie. Des tensions diplomatiques émergent, accompagnées de contraintes économiques et d'une exposition internationale accrue. La sécurité devient plus coûteuse et plus complexe à maintenir.
L'État doit alors arbitrer entre fermeté et ouverture, sous peine de voir s'installer une fatigue institutionnelle et sociale. Un cadre simple aide à naviguer entre ces scénarios. Si la coordination régionale progresse plus vite que l'adaptation des réseaux, la trajectoire se rapproche du scénario optimiste. Si l'inverse se produit, le risque des taux augmente. Cette grille n'impose pas de choix, mais éclaire les décisions. Elle rappelle surtout que l'objectif n'est pas d'éliminer toute menace, mais de conserver l'initiative stratégique dans un environnement mouvant. À ce stade, la crise ne se lit plus seulement à travers des décisions étatiques ou des chiffres agrégés. Elle touche des groupes précis avec des effets différents selon la position sociale, économique et générationnelle. Pour les citoyens ordinaires, l'impact est d'abord perceptif. La sécurité cesse d'être une abstraction lointaine pour devenir une question du quotidien. Les contrôles, les messages de vigilance et les récits médiatiques modifient les habitudes. Cette proximité peut renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité, mais elle exige un effort constant de pédagogie. Un geste simple consiste à clarifier les consignes, expliquer leur durée et rappeler leur finalité, afin d'éviter la lassitude ou la méfiance. Pour les acteurs économiques locaux, l'effet est plus ambivalent. Certains ressentent une contrainte immédiate liée au délai, aux coûts supplémentaires et à l'incertitude. D'autres perçoivent une opportunité à moyen terme. Un environnement mieux surveillé peut réduire les risques informels et accroître la prévisibilité. Un ajustement pragmatique consiste à privilégier des partenariats locaux, des circuits courts et des calendriers plus flexibles, moins exposés aux perturbations transfrontalières. Pour les jeunes et les communautés engagées, la crise devient un vecteur de mobilisation civique. Les débats sur la souveraineté, la sécurité et la responsabilité collective prennent une place accrue dans les écoles, les associations et les espaces numériques. Cette dynamique peut nourrir un engagement durable si elle est accompagnée. Une action modeste comme des programmes d'éducation civique ciblés ou des forums locaux peut transformer l'inquiétude en participation constructive. Ces trois angles rappellent une réalité centrale. La gestion de la crise ne repose pas uniquement sur des décisions au sommet. Elle se joue aussi dans la capacité à relier l'événement aux expériences vécues. Lorsque chacun comprend où il se situe dans l'équation, la résilience collective cesse d'être un mot d'ordre abstrait et devient une pratique partagée. À partir des enseignements du 16 août, une feuille de route progressive se dessine pour transformer une crise ponctuelle en capacité durable. Elle repose sur des étapes coordonnées, chacune précisant qui agit, quand et comment mesurer l'effet afin d'éviter l'improvisation. D'abord, il s'agit de sécuriser les corridors sensibles. Les forces mixtes militaires et douanières intensifient la surveillance sur les axes identifiés en combinant présence humaine et outils techniques. L'objectif n'est pas de tout contrôler, mais de réduire les angles morts. Le critère d'évaluation porte sur la détection plus précoce des flux anormaux, plutôt que sur le seul nombre d'interceptions. Ensuite, il faut unifier le renseignement. Les informations issues du terrain, des analyses financières et des données logistiques convergent dans un cadre commun. Cette centralisation vise à raccourcir le délai entre signal faible et décision opérationnelle. Ibrahim Traoré insiste sur ce point, car la rapidité devient un avantage stratégique face à des réseaux adaptables. Le succès se mesure par la cohérence des réponses, non par leur visibilité publique. Puis, une action sur le plan symbolique devient essentielle. Une partie des armes saisies est neutralisée de manière visible, sans mise en scène excessive. Le signal est simple: transformer une menace en acte de protection. Des projets civils concrets servent d'indicateurs tangibles de cette reconversion. Après cela, renforcer les alliances ciblées
compte fortement. La diplomatie privilégie des partenariats régionaux fondés sur l'échange opérationnel et la continuité plutôt que sur des déclarations générales. La mesure ici est qualitative: confiance, régularité et efficacité des échanges. Enfin, ancrer l'éducation civique devient décisif. Sans l'adhésion de la population, aucune architecture sécuritaire ne tient. La feuille de route rappelle que la résilience ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas par des pratiques compréhensibles et partagées. Le fil narratif revient à la nuit du 16 août et au geste initial qui a tout déclenché. Ce ne sont pas d'abord les images des camions alignés qui demeurent, mais la décision prise dans l'incertitude, puis relayée par une chaîne de responsabilité assumée. Le capitaine Moussa Kaboré a agi sans certitude absolue, et ce choix résonne encore comme le point de départ d'un basculement plus large. Ce rappel éclaire la trajectoire suivie depuis. Chaque étape, de l'enquête aux ajustements stratégiques, prolonge la même logique. Privilégier l'action mesurée plutôt que l'attentisme, la méthode plutôt que le spectacle. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité lorsqu'il insiste sur la durée, la cohérence et la retenue plutôt que sur l'annonce d'une victoire immédiate. Le message implicite est clair: la souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. L'émotion qui affleure n'est pas celle de la peur, mais celle d'une lucidité partagée. Comprendre que la résilience n'est pas un état stable, mais un effort répété. Comprendre aussi que des décisions individuelles, prises au bon moment, peuvent infléchir des dynamiques complexes sans bruit excessif. La vigilance partagée change le cours des crises. Ce rappel ne ferme pas le récit. Il le relie au présent en laissant une trace simple et durable sur la manière dont une société choisit de répondre à l'incertitude. La séquence ouverte le 16 août ne se referme pas par une conclusion définitive. Elle laisse un espace de réflexion partagée, où l'attention portée aux faits compte autant que les positions adoptées. Ce dossier montre comment une décision locale peut produire des effets régionaux, et comment une gestion sobre peut contenir une crise sans l'amplifier. Il rappelle aussi que la compréhension collective progresse lorsque les récits restent ancrés dans des éléments vérifiables. Observer ce cas invite à comparer, à questionner et à discuter sans réduire la complexité. Les choix opérés, la méthode privilégiée et la posture publique, portée notamment par Ibrahim Traoré, composent un cas d'étude encore en évolution. Leur pertinence se mesurera dans la durée, à la capacité de préserver la cohésion tout en s'adaptant à des réseaux mouvants. Si ce sujet vous interpelle, la discussion reste ouverte. Partager une analyse, poser une question ou confronter des lectures différentes contribue à enrichir le débat civique. La vigilance et la stabilité ne sont pas des notions figées. Elles se construisent aussi par l'échange éclairé et le regard critique. La suite dépend autant de l'attention d'aujourd'hui que des décisions de demain.